bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde. À mes côtés ce soir, un philosophe. Bonsoir Pierre-Henri Tavoyot. Merci d'être notre grand témoin. Voulons-nous encore vivre ensemble? C'est la question de votre dernier livre chez Odile Jacob, à l'heure du télétravail, des amis virtuels, du repli identitaire, du no-sex, du no-kid. Eh bien, vous allez nous dire dans quelle société on est entré, l'ultra-moderne solitude, la tension vers la guerre civile aussi qui pointe, mais... Je dis bien mais, les piliers de la convivialité, c'est votre expression, résistent. Et vous nous direz pourquoi tout à l'heure, dans la deuxième partie. Mais d'abord, le budget de tous les dangers. On va s'arrêter ce soir sur la séquence politique à très haut risque dans laquelle le gouvernement est entré. Michel Barnier reçoit Marine Le Pen lundi. Peut-il encore éviter la censure du RN? Quelles conséquences pour le budget si le gouvernement est renversé? Grand décryptage politique dans un instant avec mes invités. Enfin, la question qui fâche ce soir, la COP29 a-t-elle servi à quelque chose? Elle s'achève à Bakou cette nuit. Sur fond de boycott du pays hôte, l'Azerbaïdjan. Nous ferons le bilan avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire. On y va, Pierre-Henri? Avec plaisir. Ça vous regarde, générique. Peut-il encore s'en sortir? Les semaines qui viennent s'annoncent donc décisives pour Michel Barnier. Pour éviter la censure, le Premier ministre doit satisfaire des groupes que tout oppose sur le budget. Marine Le Pen lui dira lundi quelles sont ses lignes rouges. Ses propres alliés macronistes menacent d'entrer en rébellion, le tout dans une équation budgétaire très contrainte. Alors, y a-t-il encore un chemin de passage? Et sinon, eh bien, quel budget pour la France si le gouvernement est renversé? Bonsoir Anne-Charlène Bézina. Bonsoir Myriam. On en a bien besoin de votre éclairage de constitutionnaliste ce soir, maîtresse de conférence à l'Université de Rouen et à Sciences Po Paris. Et puis cette constitution qui nous protège, vous nous en aviez parlé, c'est paru chez IXO. Bonsoir David Revaud-Dallon. Bonsoir Myriam. Bienvenue, rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle. Bonsoir Louis Osalter, du service politique du Figaro. Et bonsoir Stéphanie Despierres, bonsoir. Journaliste, consoeur d'LCP à la rédaction de la chaîne parlementaire. Pierre-Henri Tavoyot, vous avez beaucoup travaillé sur la crise démocratique. Je sais que vous regardez ces sujets pas toujours lisibles, vous intervenez quand vous le souhaitez. Un débat qui s'ouvre ce soir par le récap de Bruno Donnet qu'on accueille tout de suite. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Dans votre récap, un gouvernement plus qu'en sursis. Oui, Michel Barnier l'a dit hier, en plein congrès des maires de France, être menacé par une épée de Damoclès, ça ne lui fait pas peur. Au contraire, il trouve même ça assez piquant. C'est assez motivant quelque part de se dire qu'on peut partir demain matin. Mais de se dire que c'est pas sûr. Voilà, Michel Barnier est motivé parce qu'il estime qu'il n'est pas sûr qu'il soit bientôt renversé. Alors, rien n'est certain, en effet, mais cette semaine, la pointe de l'épée s'est tout de même très méchamment rapprochée du sommet de son crâne. Oui ou non, si vous n'êtes pas écouté lundi, est-ce que vous voterez la censure? Est-ce que votre décision est prise? Mais il y a zéro ambiguïté. Depuis le départ, nous avons dit ce que nous souhaitions. Voilà. Il l'entend ou il ne l'entend pas. Alors, Marine Le Pen ne dit pas exactement la vérité, car au début, comme elle le précise, elle était plutôt encline à laisser son épée dans son étui. Le Rassemblement national a fait un choix responsable. Refuser de censurer a priori votre gouvernement pour lui donner une chance, aussi infime soit-elle, d'engager enfin les mesures de redressement nécessaires. Seulement voilà, tout ça, c'était avant qu'un sondage qui mette en évidence que 61% des sympathisants du Rassemblement national souhaitent couper la tête du gouvernement, ne vienne aiguiser l'appétit des cadres du parti. Ils nous demandent de défendre leur pouvoir d'achat. Et si on arrive à le faire en faisant changer de budget, tant mieux. Si pour cela, il faut voter la censure, eh bien nous le ferons. Le Rassemblement national souhaite des mesures pour rendre du pouvoir d'achat aux Français et il exige notamment que Michel Barnier renonce à son augmentation des taxes sur l'électricité. Alors, il n'y a pas que le Rassemblement national qui menace. Absolument, les épées sont sorties sur tous les fronts. Celui de gauche attend son heure pour déposer une motion de censure et il ne voit absolument aucun inconvénient à ce que l'ancien Front national vote avec lui. Ça ne me dérange pas parce que je pense que pour le bien de la France, il faut arrêter ce gouvernement et il faut arrêter ce budget.
Même le parti présidentiel menace désormais Michel Barnier. Hier, en une du Parisien, le ministre de l'économie soi-même a planté une magistrale banderille dans le dos de son Premier ministre. Attention à l'impôt de trop, a-t-il dit. Alors il faut remonter à 1962 et à Georges Pompidou pour voir un gouvernement renversé par une motion de censure. Seulement voilà, cette fois-ci, si le gouvernement tombe, ça condamne également le budget de la France. Et là, on compte sur les fines lames que vous avez la bonne idée de convier ce soir, Myriam, pour nous expliquer jusqu'où ce satané Damoclès pourrait bien nous conduire. Merci infiniment, Bruno Donnet. On repart de la menace de censure de Marine Le Pen, Louis Osalter. Pourquoi elle n'a jamais été aussi forte aujourd'hui ? Parce que la raison de fond, c'est bien évidemment le budget. En fait, Marine Le Pen veut pouvoir expliquer à son électorat pourquoi elle laisse vivre ce gouvernement de Michel Barnier. Et vous avez vu le sondage qu'a montré Bruno Donnet, une majorité de cet électorat, parce qu'il met Michel Barnier et son gouvernement dans le même sac que tous les autres politiques, ce que les dirigeants RN appelaient l'UMPS à un moment donné, droite et gauche, ce serait la même chose, c'est une classe politique qu'il faut renvoyer chez elle pour que le RN gouverne. En fait, c'est plutôt l'état d'esprit des électeurs RN. Donc, il faut que Marine Le Pen, si elle ne censure pas Michel Barnier, soit en mesure d'expliquer pourquoi. Or, il y a une mesure en particulier dans son viseur, qui est effectivement la hausse des taxes sur l'électricité, qui va toucher d'abord les catégories populaires, d'abord un électorat qui est prompt à voter pour Marine Le Pen. Pour l'instant, Michel Barnier ne lâche pas, c'est 3 milliards d'euros, donc c'est pas rien dans les milliards d'économies qu'il veut réaliser à travers ce budget. Donc si elle ne l'obtient pas, elle considère, et beaucoup de ses lieutenants considèrent, qu'aux yeux de son électorat, ce serait presque un péché que de ne pas renverser ce gouvernement. Après, évidemment, il faudra en assumer les conséquences. Mais est-ce que les conséquences retomberont sur elle ou sur un Emmanuel Macron qui devra Est-ce qu'elle portera le chapeau des conséquences ? On va le voir. Mais est-ce qu'elle a vraiment un intérêt politique à le faire tomber aujourd'hui, David Ronan? Est-ce que son socle, au fond, ne lui est pas acquis, quoi qu'elle fasse? C'est compliqué parce que jusqu'ici, les députés RN, les cadres du mouvement expliquaient que d'abord, ça a été expliqué dans l'extrait qu'on a vu avec le discours de Mme Le Pen le jour de la déclaration de politique générale de Michel Barnier, une posture de responsabilité, notamment pour se démarquer de la France insoumise. Deux, le fait que Michel Barnier était relativement, et je dis bien relativement avec des guillemets et des pincettes, populaire et que, je cite, il ne fallait pas aller plus vite que la musique en le faisant tomber, qu'on pouvait lui donner quelques chances, et puis qu'on pouvait obtenir, je cite là encore des députés du RN, des miettes, c'est-à-dire en gros des mesures. Alors vous avez cité effectivement la hausse du prix de l'électricité, il y a aussi une mesure un peu symbolique qui est la baisse de la contribution française au budget européen, il y a quelques petites choses comme ça. Mais les lignes qu'elle pose, elles évoluent ou elles sont cohérentes depuis le départ? Non, elles évoluent, et évidemment le grand game changer, comme on dit en économie et en Macronie, c'est bien sûr le réquisitoire du parquet dans l'affaire des détournements de fonds publics. Et vous pensez que ça joue? Évidemment, c'est une évidence pour vous. Alors, on a quand même noté un sérieux changement d'ambiance entre les dernières semaines et ce qui s'est passé au RN. Vous avez remarqué que Marine Le Pen, comme par miracle, a formidablement durci le ton, et ses lieutenants aussi, et accentué la pression sur Michel Barnier. Je ne peux pas penser que ça n'a évidemment pas de rapport. Et pour revenir sur votre question, en conclusion, est-ce que c'est un bon calcul politique? Force est de constater que, oui, les électeurs sont pour que... Attendent la censure. Les électeurs du RN soutiennent le propos extrêmement musclé et quasiment... on peut dire, un peu séditieux de Mme Le Pen, qui, pendant des années et des mois, s'était respectabilisée, avait cherché la banalisation, et qui, depuis le réquisitoire, encore une fois, a adopté des accents un peu trumpistes en contestant une justice politique. Donc, il y a un vrai changement d'ambiance, et elle peut considérer qu'elle a, je termine là-dessus, intérêt, et qu'elle va retirer des bénéfices politiques. Il y a plusieurs aspects. L'électorat qui lui réclame, une diversion possible aussi pour basculer du champ judiciaire au champ politique. C'est vrai que cette menace, elle a des effets, on le voit, dans tous les groupes. Tout le monde agit, il y a des manœuvres en fonction de l'éventuelle censure. Les macronistes, ils s'y attendent à la censure, Stéphanie Despierres, de Marine Le Pen jointe aux voix de la gauche? Alors là, ils y croient un peu plus qu'il y a quelques semaines, parce qu'ils ont bien entendu, en effet, le changement de ton au Rassemblement national. Et puis, il y a la gauche aussi, qui jusque-là se disait qu'a priori, le RN ne voterait pas avec eux une motion de censure. Donc là, le risque, notamment pour les socialistes, qu'une motion de censure de gauche soit aussi soutenue par le RN, et donc que le gouvernement Barnier tombe vraiment, est beaucoup plus important. Et ça fait réfléchir notamment certains socialistes qui hésitent un petit peu
On entend dire aussi que Michel Barnier, il aurait dû dire les petites retraites, les fameuses annonces de Laurent Wauquiez sur TF1, c'est pour Marine Le Pen. Et ça, il ne l'a pas fait du tout. Alors que ça faisait partie de ses conditions. Oui. C'est une faute tactique. Et même les députés RN le disent, ils se sentent maltraités par Matignon, ils n'ont pas de rendez-vous avec les conseillers, avec le cabinet du Premier ministre. Alors il va y avoir un rendez-vous entre Marine Le Pen et Michel Barnier lundi, puisqu'il a annoncé qu'il verrait l'ensemble des présidents de groupes d'opposition. Mais il y a aussi cette grogne qui monte dans les rangs du RN en disant ils ont mis Michel Barnier sous surveillance, c'était le terme de Marine Le Pen et Jordan Bardella au moment où il a été nommé. Donc ils s'attendaient à être considérés. Et ils pensent qu'en étant eux considérés, c'est aussi leurs électeurs qu'on considère. Et aujourd'hui, effectivement, le ton a changé. Et il est à dire que cette considération n'existe pas, à la fois sur le fond, donc sur les mesures du budget, mais également sur la forme, à travers le manque de consultation, de contact avec Matignon. Alors, on va venir aux conséquences d'une éventuelle censure dans le détail avec vous, Anne-Charlène, mais c'est à la politologue que je m'adresse aussi. Il y aura des effets politiques et économiques. Et donc la question, c'est qui sera responsable de nous enfoncer un peu plus dans la crise, qu'elle soit politique et économique. Est-ce que Marine Le Pen peut éviter un procès en responsabilité ou pas, si elle censure, à votre avis? Alors c'est paradoxal parce qu'à la fois on a le sentiment qu'elle est soutenue par sa base, vous l'avez un peu dit d'ailleurs, quoi qu'elle fasse, il y a une vraie lame de fond qui la soutient. Donc c'est réclamé par son électorat, mais ça peut faire quand même tout bizarre une fois que ça arrivera, un renversement de gouvernement. Parce que la dernière fois, c'est 1962, sur vraiment une toute petite fenêtre. Mais on n'a pas une Assemblée nationale et une opinion habituée, comme les Allemands, les Espagnols, à ce que la motion de censure soit jouée en réalité comme un instrument de stabilisation ou un instrument de... Voilà, on se rend compte ici que c'est du marchandage de tapis, en réalité, qui est en jeu pour savoir si on maintient ou non un gouvernement. Et moi, il y a une question que je me pose aussi, c'est... Elle peut quand même avoir une certaine responsabilité dans la cohérence. Parce que c'est vrai qu'on a passé les 2 déclarations de septembre et de décembre. Qu'est-ce qui a changé dans le budget à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui n'était pas le message d'austérité qu'on nous a envoyé dès le discours de politique générale? Donc on pourrait au contraire, à mon avis, avoir, comme on le sait, on a une communication des électorats entre l'extrême droite et l'extrême gauche. On pourrait avoir aussi toute une partie de son électorat qui trouve que LFI et le NFP ont été plus cohérents sur cette question et qu'en réalité, donc elle a quand même quelque chose à perdre. Moi, je crois vraiment pas sans coup. Il faut regarder dans notre histoire, sous les 4e, 3e République, la manière dont on motivait les motions de censure. Il y avait quelque chose à jouer. Il y avait des discours qui cristallisaient une histoire en fait, du vivre ensemble. Moi, j'aimerais bien entendre le discours qu'elle devra servir à la fin du mois de décembre pour nous expliquer pourquoi, finalement, cette censure, elle est meilleure au moment où la France risque un shutdown qu'au mois de septembre. Le mot shutdown, on va venir dans le détail tout à l'heure sur les scénarios possibles pour le budget de la France. Mais il faut bien comprendre, on a tendance à penser qu'un 49.3 avec une censure, et donc c'est le gouvernement qui tombe. Mais un 49.3 sur un budget censuré, c'est aussi le budget qui tombe. On est d'accord là-dessus? En réalité... On n'a jamais eu. Donc c'est la première fois. Le printemps des constitutionnalistes en plein mois de décembre, puisqu'on va être obligé de se pencher sur l'article 47 de notre Constitution. Et plus on croit à nos articles de la Constitution clairs, plus d'applications ils deviennent complètement elliptiques. Moi, je crois que si on renverse un gouvernement, il faut savoir que l'article 49.3, c'est un chantage. C'est-à-dire, soit l'Assemblée nationale prend mon texte, soit elle me renverse. Mais quand elle renverse, elle rejette le texte. D'accord. Donc, a priori, il y aura un rejet du budget par l'Assemblée nationale. Et donc, à partir du moment où le Parlement a rejeté, eh bien, ça veut dire qu'il faut revoir la copie de A à Z. C'est-à-dire reprendre une première lecture à l'Assemblée, puis au Sénat, etc. Et là, avec un Premier ministre démissionnaire, j'ai peur qu'entre le 21 et le 31 décembre, ça soit très court. Voilà, parce qu'il y a du temps constitutionnel contraint. Vous allez revenir pour expliquer tout ça. Ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. En attendant, Michel Barnier n'en finit pas de lâcher du lest budgétaire à ses partenaires. Le budget de tous les renoncements. C'est signé Marco Pommier. Réaction juste après. Pour réduire le déficit, l'ambition de Michel Barnier était claire. Nous allons demander un effort de 60 milliards aux Français. Oui, mais voilà, depuis le Premier ministre a lâché du lest. Auprès de ses propres ministres d'abord. Mi-octobre, le garde des Sceaux tape du poing sur la table. Le budget 2025 prévoit 500 millions d'euros en moins pour la justice. Si on en reste à la lettre plafond, oui, je ne vois pas ce que je ferai encore au gouvernement.
Didier Migaud obtient finalement une rallonge de 250 millions d'euros. La culture obtient 300 millions d'euros, l'intérieur 275 millions. Dans la liste des renoncements, le dernier en date concerne les collectivités territoriales. Le gouvernement réclamait un effort de 5 milliards d'euros. Ce sera moins pour les départements. Nous allons réduire très significativement l'effort qui vous est demandé par le projet de loi de finances. Pour le Sénat, l'effort ne doit pas excéder 2 milliards d'euros. Autre renoncement, les retraites. Mesure initiale, le report de 6 mois de l'indexation des pensions au niveau de l'inflation. Rétropédalage mi-novembre, sous l'impulsion du propre camp de Michel Barnier. Il y aura bien une revalorisation des retraites dès le 1er janvier pour toutes les retraites. Elle sera à peu près de la moitié de l'inflation, mais elle concernera tous les retraités. Un compromis à 1 milliard d'euros. Laurent Wauquiez remporte son arbitrage. Gabriel Attal réclame le sien sur les cotisations patronales. 4 milliards d'euros en moins pour alléger les charges des entreprises. Dans la V2 du budget, le gouvernement pourrait faire un nouvel effort. Je suis prêt à ce que seulement la moitié puisse être demandée aux entreprises. Coût total des renoncements, 7 milliards d'euros selon une estimation. Et Michel Barnier a dans sa hotte un autre cadeau potentiel d'une valeur de 3 milliards d'euros. Le renoncement à la taxe sur l'électricité, cadeau réclamé par Marine Le Pen, qui menace le gouvernement d'une motion de censure. Aux haltères. C'est impressionnant, hein, cette liste des concessions faites à tous les groupes parlementaires. À force de lâcher du lest, les 60 milliards d'économies, on n'y sera pas. Oui, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas trop d'indices sur les contreparties. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une économie est lâchée, on ne sait pas comment c'est compensé. Alors que pour l'instant, Michel Barnier et son équipe ne renoncent pas à l'objectif des 60 milliards d'économies. En fait, Michel Barnier, il a appréhendé cet automne budgétaire comme une négociation. Il a beaucoup vanté ses propres qualités de négociateur, sa méthode du dialogue pour trancher avec le macronisme avant lui. Donc là, on est au cœur de la négo. Il y a des concessions qui sont faites, il y a des cadeaux qui sont donnés aux uns et aux autres. Donc à la limite, la chorégraphie se tient. Sauf que ça aboutira à quelque chose qui, à mon avis, auquel, à mon avis, il n'a pas préparé la classe politique et l'opinion, c'est qu'il ne tiendra pas, à date, il ne tient pas l'objectif qu'il avait fixé des 60 milliards. Il aurait pu avoir une autre méthode, plus ferme, qui était de dire, écoutez, on n'a pas le choix. Il aurait pu dramatiser encore plus cette situation en disant, on n'a pas le choix. Si on fait ce budget, c'est 60 milliards ou rien, qui m'aime me suivent, et si vous ne m'aimez pas, débrouillez-vous, il n'y aura pas de budget. Et faire un chantage à la démission. C'est vraiment la stratégie opposée qu'il a choisie. Là, moi, je trouve qu'il n'a pas exactement tranché. C'est-à-dire que d'un côté, il est très ferme sur son objectif de 60 milliards, et puis c'est quelqu'un d'assez rigide, de caractère. Michel Barnier, ses interlocuteurs le décrivent suffisamment comme ça. Mais de l'autre côté, en faisant toutes ces concessions, il a créé une brèche dans laquelle tout le monde s'engouffre pour aller chercher son cadeau et, a fortiori, elle est l'annoncer au journal de 20h en bonus, comme l'a fait Laurent Wauquiez. Henri, vous vouliez intervenir? Non, je trouve que du point de vue du citoyen, on a une séquence qui est assez effrayante parce que c'est une séquence purement négative. C'est-à-dire la question, depuis les législatives, en fait, au fond, c'est pas la question de savoir, normalement, législative, c'est qui doit gouverner. Et là, c'était qui ne doit pas gouverner. C'est toutes les forces s'orientaient sur empêcher les autres de gouverner. Et on reste dans cette séquence aujourd'hui qui fait qu'effectivement, le citoyen, c'est pas de la négociation. La négociation, c'est de se dire, j'essaye d'aller aussi loin que possible. Là, c'est pas de la négociation, c'est-à-dire vraiment l'impasse. La présidentielle qui pèse ou au contraire nos hommes politiques qui n'aiment plus l'intérêt général? Tous les partis se coupent de l'intérêt général. On le voit avec l'idée qu'il ne faut pas être celui qui va faire chuter le gouvernement parce que ça ne serait pas apprécié, mais en même temps, ce n'est pas celui qui va aider le gouvernement. Donc, une situation extrêmement négative. Je pense qu'il y aura des dégâts à long terme de cette situation-là. Alors justement, aider le gouvernement, vraiment, les macronistes qui étaient donc l'allié dans ce socle commun de Michel Barnier, où est-ce qu'ils en sont? Ils pourraient se rebeller, Stéphanie Despierres, ils pourraient carrément sortir du gouvernement. Où on en est du bras de fer sur la mesure coût du travail? Vous l'avez vu avec les déclarations du ministre de l'économie qui en fait lui-même devrait défendre le budget et qui en fait dit moi il me convient pas, il faut faire attention, etc. Donc là c'est vraiment le bras de fer qui continue, c'est le ministre lui-même qui monte au créneau contre son propre supérieur si on veut, le Premier ministre Michel Barnier, et les députés de base l'ont mis sous pression. Antoine Armand, c'est tous les mardis en réunion de groupe,
ils poussent et ils disent, nous, on ne veut pas bouger sur ces allègements de charges parce que c'est vrai que c'est un fondamental de la doctrine macroniste. C'est tout ce qui a apporté la baisse du coût du travail. Baisser le coût du travail, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017 et donc ils ne veulent pas. On parle de négociations, etc., mais il y a aussi de la conviction. Ils estiment que c'est pas bon pour le pays de le faire. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que là, ils s'impatientent de ne pas avoir de victoire et en même temps, certains commencent à dire que le temps joue pour eux parce que les annonces de plans sociaux, l'arrivée de Trump aux États-Unis avec la menace d'un grand protectionnisme, et eux, ils disent que ces éléments-là montrent qu'en fait, il y a une dégradation, qu'il va y avoir une dégradation du climat économique. Peut-être pas le moment du tout d'augmenter les impôts des entreprises. Ça peut aider leurs arguments à peser. Alors, ça va se terminer comment? C'est Gabriel Attal aussi qui joue gros. C'est aussi une bataille personnelle. On a examiné les positions des oppositions. Je crois que vous travaillez, vous êtes un éminent spécialiste en philosophie du vivre ensemble. Je crois qu'il y a un vrai problème de vivre ensemble dans cette majorité. C'est même pas une majorité. On dit même que les macronistes présents dans la commission mixte paritaire pourraient la rejeter s'ils n'ont pas cette victoire sur le coût du travail. Ça me semblerait un peu énorme, mais ce qu'on vit depuis la dissolution, et en particulier ce qu'on vit depuis la nomination du Premier ministre et du gouvernement, est quand même assez ahurissant. Chaque semaine apporte son lot d'imprévus du point de vue de la majorité. On a eu chaque semaine un épisode, c'était les LR qui se mettaient contre les macronistes pour faire échouer telle ou telle prise de position à l'Assemblée nationale. La semaine dernière, ils leur retournaient le compliment. La semaine suivante, il leur retournait le compliment. On a parlé de l'épisode de M. Wauquiez qui prenait la victoire et qui prenait le point sur les retraites. Il pourrait avoir 2 milliards déjà de moins des 5 sur les suppressions d'allègements de charges, mais apparemment, ça ne suffit toujours pas. Ils veulent supprimer complètement mais à l'arrivée, la mesure. Je reviens sur ce que disait Louis Ossalter, c'est-à-dire que vous savez, on a coutume de dire en France que derrière chaque niche fiscale, il y a un chien qui sommeille. Mais là, derrière les 60 milliards de M. Barnier, c'est une meute de chiens qui sont prêts à mordre. Et effectivement, on a la série de renoncements que vous avez montrée est assez édifiante. On se demande aujourd'hui où en sont ces 60 milliards. M. Barnier, il a expliqué qu'il ne ferait pas de miracle. Visiblement, oui, il ne semble pas être en mesure de multiplier non pas les petits pains, mais les économies. Et je suis bien curieux de voir quel texte va sortir de la commission mixte paritaire. Alors, avant d'en venir au scénario budgétaire possible, en cas de censure, et là, on va vraiment s'appuyer sur vous, Anne-Charlène. Les socialistes, ils jouent quel jeu dans ce budget? Ils vont la voter, la censure? Ils ont une pression de la part des membres du socle commun, parce que, donc, arithmétiquement, la censure existe si le RN mêle ses voix à l'ensemble de la gauche, socialistes compris. Il suffit que les socialistes, ou qu'une partie des socialistes ne la vote pas pour que le gouvernement de Michel Barnier reste en place. Donc, en réalité, ce n'est pas d'abord le RN qui a entre ses mains le sort de Michel Barnier, c'est le groupe socialiste. Et donc là, il y a un début une amorce de pression de la part des alliés de Michel Barnier pour, quelque part, partager la contrainte avec les socialistes et leur dire « vous avez une responsabilité dans cette affaire, vous pouvez contrecarrer les plans de Marine Le Pen, vous avez aussi l'occasion de vous détacher de l'emprise de la France insoumise qui vous domine. » C'est ce qu'il dira Olivier Faure lundi, parce que voilà. pas seulement Marine Le Pen, on se concentre sur Marine Le Pen, mais c'est tous les présidents des groupes parlementaires qui seront reçus à Matignon. Alors, on en vient avec vous, Anne-Charlène, sur d'abord le 49.3. Pour ceux qui s'intéressent à la procédure parlementaire, mais qui quand même la découvrent, le 49.3, il y a un peu de doute sur le budget. Si la CMP est conclusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Michel Barnier qui choisit finalement de faire les arbitrages sur la copie finale? Exactement. C'est-à-dire que, alors je répète un petit peu de procédure parlementaire, première lecture à l'Assemblée nationale, première lecture au Sénat, et pour un projet de loi de finances, de toute façon, conciliation obligatoire directe, c'est-à-dire, quel que soit ce qui s'est passé, on va mettre 7 députés, 7 sénateurs dans une chambre sans fenêtre, enfin on essaye d'être complètement dans l'idée que là, la fumée blanche doit émaner. L'idée, c'est que la CMP soit ici conclusive, c'est-à-dire qu'il propose quelque chose. Attention, ça ne veut pas forcément dire que l'Assemblée nationale ou le Sénat seront en accord avec cette version-là. Retour donc à l'Assemblée nationale d'un texte de commission mixte paritaire. Et là, je crois qu'il faut vraiment le dire, cette lecture à l'Assemblée nationale n'est pas une lecture du budget. Ça va être une pure ratification. Oui, je veux de ce texte. Non, je n'en veux pas. D'accord ? La menace est tellement grande d'un rejet. C'était quand même la première fois sous la Ve République qu'on rejetait en première lecture un budget. Donc, je vois mal comment, en commission mixte de conciliation, on pourrait avoir une Assemblée nationale 100% d'accord, même en comptant les abstentions, donc, même en comptant le socle commun. 49.3 assez immanquable. Et là, l'atout du 49.3, c'est que Michel Barnier choisit les amendements qu'il garde, la version qu'il garde, celle de la commission mixte, la sienne, et toute la question, ça va être ensuite
Qu'en est-il de la suite? Alors, on est dans la politique fiction, mais de moins en moins fiction, manifestement. Censure. La censure est votée par l'alliance du Nouveau Front Populaire et de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Que devient le budget? Pour nos téléspectateurs, il s'agit quand même de pouvoir payer les fonctionnaires et de prélever les impôts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Disons-le quand même, le budget, c'est pas ornemental, hein. C'est pas un moment uniquement politique. Le budget, c'est le fonctionnement de l'État, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que sans ça, les Américains n'ont pas... c'est un régime présidentiel, hein, c'est pour ça, il n'y a pas de garde-fou. Donc, c'est ou ça ou rien. D'accord ? En France, on a une constitution un peu plus résiliente, c'est-à-dire qu'on a connu la 4e République où on mettait 2 ans pour adopter les budgets. Donc, on a des procédures pour nous permettre de ne pas être dans le vrai shutdown, mais un peu quand même. Quels sont les garde-fous? Alors, les garde-fous, la première chose, si Michel Barnier tombe lors d'une lecture en commission mixte paritaire, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce qu'on considère que le Parlement s'est vraiment prononcé ? À mon sens, s'il y a rejet, il y a rejet. Donc, oui, il y aura une prononciation et on ne pourra plus recourir aux ordonnances de l'article 47. Si on est avant le 21 décembre, c'est ça? Si on est avant le délai des 70 jours, même au-delà de ce délai des 70 jours, s'il y a eu rejet, ça veut dire que le Parlement s'est prononcé. Donc pour moi, il n'y aura pas d'ordonnance, même si les constitutionnalistes ont l'air d'être un peu divergents sur la question. Il y a une certitude, c'est que pour ménager cette possibilité du shutdown, justement, il y a ce qu'on appelle les lois spéciales qui peuvent être prises et qui consistent tout simplement à autoriser au minimum le Premier ministre à recourir à la possibilité de prélever les impôts. C'est-à-dire juste au 1er janvier, on vote l'article 1 de la partie 1 de la première partie de la loi de finances en disant, eh bien, on aura juste l'argent pour les dépenses nécessaires. Mais ensuite, ça veut dire que la discussion budgétaire continue en janvier, en février, en mars, en avril, tant que le gouvernement et son Assemblée nationale Une loi spéciale prise par quel Premier ministre? Démissionnaire ou nouveau? Renommé, Michel Barnier ou un autre? On ne sait pas qui sera là. A priori, vu que le Premier ministre démissionnaire gère les affaires courantes, c'est-à-dire les urgences, on voit mal comment ne pas avoir la possibilité de prélever les impôts au 31 décembre ne serait pas considéré comme une urgence. Donc, a priori, même un Premier ministre démissionnaire pourrait faire voter ces lois spéciales. Mais encore une fois, les précédents que nous avons, ça nous est déjà arrivé, sous la 5e, d'aller au-delà du mois de janvier pour voter des budgets, mais à chaque fois avec un Premier ministre qui n'avait pas été démissionné par l'Assemblée nationale. Donc ça serait une première. Qu'est-ce que vous avez comme information coulisses? Qu'est-ce qu'on vous raconte? Ce qui circule, c'est que, alors sans que ce soit une information prêtée au président, mais c'est que Emmanuel Macron a tout loisir de renommer rapidement quelqu'un et de renommer Michel Barnier. Il peut tout à fait nommer un Michel Barnier qui vient d'être censuré par l'Assemblée nationale. Autre solution, il peut nommer un gouvernement technique qui est uniquement en charge de l'urgence et qui fait en sorte que une loi spéciale soit présentée, que les recettes soient votées avant le 31 décembre et qu'ensuite on discute des dépenses en début d'année prochaine. Le flou, on se souvient du flou de cet été sur le gouvernement d'affaires courantes. Que peut-il faire? L'autre solution, si Emmanuel Macron prend du temps à nommer quelqu'un, ce qui peut lui arriver assez souvent, c'est que dans les affaires courantes, le gouvernement reste en place, le gouvernement de Michel Barnier, et qu'on considère effectivement comme une affaire courante le fait de donner urgemment un budget à la nation. Pour l'instant, voilà, c'est des scénarios qui restent tout à fait hypothétiques, mais ils sont explorés à mesure que la probabilité de la censure se renforce. David Revaud-Dallon, Stéphanie Despierre après. Dans les hypothèses qu'a brillamment exposées la constitutionnaliste, Madame Bézina, c'est qu'on voit quand même qu'on est entre le saut dans l'inconnu et le scénario apocalyptique, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si le gouvernement Barnier tombe, qu'il soit renommé, qu'on cherche quelqu'un d'autre pour le remplacer ou qu'on nomme un gouvernement technique, il n'a toujours pas de majorité et les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça va mettre des semaines à composer un gouvernement et à repartir. Et on parle beaucoup, vous savez, on a beaucoup parlé du gouvernement technique à l'italienne qui avait été sorti un peu comme la solution idéale cet été après la dissolution. En réalité, le gouvernement technique à l'italienne, il n'est pas transposable en France pour une bonne raison, c'est que nous sommes en Italie dans un régime parlementaire où il est possible d'avoir des coalitions qui soutiennent un gouvernement technique et que voilà, nous n'avons toujours pas de majorité, que le gouvernement soit technique ou non. Et puis je rappelle qu'en Italie, ce qui peut être intéressant par rapport à notre situation, c'est qu'un gouvernement technique, il était toujours là sur une situation de crise politique et économique, ce qui est notre cas, mais il a surtout presque toujours débouché soit sur une montée électorale, une poussée électorale très forte, soit sur une prise de pouvoir des populistes et l'extrême droite. Ouais, on voit mal d'ailleurs comment ça peut être qu'une crise institutionnelle. Il va y avoir des conséquences en termes de signaux économiques, et ça peut être une machine économique qui s'enraye aussi. On peut passer de la crise politique à la crise financière et à la crise de régime. Exactement.
Stéphanie? Oui, Crise de régime, le scénario, c'est ça, c'est le gouvernement technique, parce qu'il y a cette deadline du 31 décembre et qu'il faut donner un budget au pays pour pouvoir, on l'a dit, payer les fonctionnaires, etc. Mais ça ne résoudra probablement, en effet, pas la crise politique, puisqu'au fait, c'est reculer pour mieux sauter, parce qu'il y a cette date du 31 décembre. Mais après, ça ne résout pas le problème politique d'Emmanuel Macron, c'est quel gouvernement, avec qui, comment et avec quel socle. Peut-être juste couper une branche de la tentacule du monstre qu'on est en train de dépecer aujourd'hui. C'est renommer Michel Barnier constitutionnellement. Je ne vois pas en quoi cela est possible. C'est-à-dire un Premier ministre qui a été démissionné par l'Assemblée nationale, article 49, qui suit un article 50 où on nous dit c'est une obligation de présentation de démission. Comment pourrait-on le renommer? C'est arrivé une fois sous la Ve République. Moi, c'est vrai. Avec 62, mais vous ne voyez même pas constitutionnellement. Oui, mais on avait dit sous l'Assemblée nationale. Donc c'est pas le même Premier ministre. Vous nous dites que c'est pas la même Assemblée. Renommer Barnier, c'est inconstitutionnel. C'est inconstitutionnel. Pourquoi ne pas le garder en tant que Premier ministre démissionnaire pour qu'il vote les lois spéciales, justement? C'est exactement la même chose. Et politiquement, ça n'a pas le même impact. Et constitutionnellement, ça ne veut pas dire la même chose. Mais effectivement, le seul précédent qu'on ait, c'est 1962, parce que c'est aussi un moment où la censure vient percuter un budget. Ça intervient à l'automne, donc on est à la. Mais le président a dissous l'Assemblée. C'est pour ça qu'il peut renommer. Exactement. Allez, la seule différence, et va falloir conclure. Ça va. C'est que le président dissout l'Assemblée et que du coup la discussion budgétaire est reportée. Et c'est au début de 1963 qu'on discute des pas les mêmes configurations du budget. Pierre-Henri Tavoyot, vous arrivez à suivre et est-ce que vous n'êtes pas trop accablé comme citoyen? C'est difficile de s'intéresser à ça, c'est vrai qu'il faut reconnaître, mais en même temps, les explications sont passionnantes. On a aussi l'échéance de juin, qui est l'échéance de moment où effectivement la dissolution redeviendra possible. Et là, le jeu aussi, plus on se rapproche de juin, plus je pense que les relations vont à nouveau se tendre si on tient jusque-là. Mais la situation est quand même gravissime. L'endettement, je le rappelle, est quand même sidérant. Et plus intéressant encore, j'ai discuté avec Frédéric Dabi qui me disait que cette question de l'IFOP, cette question de l'endettement qui était jusqu'à présent très peu dans les préoccupations des Français, est en train de monter très considérablement parce que ça devient extrêmement concret. Et je pense que cette question, sur le plan de l'intérêt général, va avoir un impact. C'est passionnant. Un petit mot de David Revaud-Dallon et puis je vous donne le mot de la fin. Très rapidement, je vais sectionner une autre des tentacules du monstre. C'est qu'on est quand même en train de raisonner sur une censure, a priori. Il y a quand même deux options. C'est que, le RN finalement ne la vote pas. Et deux, ça a été évoqué, que le groupe socialiste se divise. Si mes calculs sont bons, si vous additionnez NFP plus RN, ça fait grosso modo 330 voix. Il en faut 289 pour la censure. Si la moitié des socialistes ou un peu plus... Il n'y a pas que des arbitres du Rassemblement national. Il y a aussi des socialistes, et les socialistes sont extrêmement divisés parce que repartir sur une censure, c'est repartir avec Jean-Luc Mélenchon. Je le redis bien à nos téléspectateurs, on fait des hypothèses, mais c'est suffisamment grave en conséquence pour les soulever et se préparer au cas où. Vous avez le mot de la fin. Pour ceux qui nous regardent, vous nous garantissez pas de shutdown en France. Les impôts seront perçus, levés et les fonctionnaires payés. Oui, mais je pense que c'est tout sauf ce que l'on peut souhaiter pour la France, parce que le budget qui va continuer jusqu'en février, mars, avril, mai, juin sera un simple budget de fonctionnement, c'est-à-dire que ça sera peut-être pas le shutdown, mais ça risque d'être de la vraie austérité, c'est-à-dire que là, on va savoir ce que c'est que de n'avoir que des fonctionnaires et des services publics à payer, plus de politique, plus d'ambition, et on entend une petite musique aussi avec l'idée que ça pourrait être la responsabilité du président et qu'on pourrait avoir des présidentielles anticipées. Pas de budget, pas de Premier ministre et pas de président pour le nouvel an, je trouve que ça ferait quand même un sacré cocktail. Bon, merci. On s'arrête sur ce cocktail. On va évidemment, j'en suis sûre, vous solliciter à nouveau dans le mois qui vient, dans les 30 jours qui viennent. Merci à vous, c'était passionnant. Vous restez avec moi, Pierre-Henri Tavoyot. On va parler à présent de votre livre. Voulons-nous vraiment, vivre ensemble chez Odile Jacob? C'est très stimulant, cette lecture qui embrasse tous les bouleversements de notre société. Manger ensemble, coucher ensemble, travailler ensemble. La vie commune est-elle en danger? Regardez l'invitation de Maïté Frémont, interview juste après. Si on vous invite Pierre-Henri Tavoyot, c'est pour tenter de comprendre ce qui nous divise et ce qui nous rassemble. Voulons-nous encore vivre ensemble, Pierre-Henri Tavoyot? C'est la question que vous posez dans votre dernier ouvrage. Vous y explorez d'abord les ressorts fragilisés de la vie commune, crise de l'autorité, désarroi de la fraternité, et puis les facteurs insidieux de séparation, les replis et les conflits. La rue, espace public, est devenue aujourd'hui un lieu de tension. Certains y perdent leurs nerfs, d'autres leur vie. Autre espace de vivre ensemble, l'Assemblée nationale, où les insultes et même parfois les menaces fusent. Regardez Pinocchio! Je vous demanderais de faire un peu de moins de bruit. On est monté jusqu'à 80 décibels, ce qui est le double de la moyenne
Pierre-Henri Tavoyot, vous, le philosophe, maître de conférences, président du Collège de philosophie, vous vous inquiétez des fractures qui traversent la société. Une société où les individus se cherchent des ennemis réels ou imaginaires et où les piliers de la convivialité se fissurent. Alors, vous en appelez à l'idéal démocratique. La démocratie est le régime qui permet à tout le monde d'être adulte. C'est la grandeur. Mais c'est aussi le régime qui exige que nous le soyons tous. C'est la fragilité. Car les tentations de régression en enfance sont innombrables à l'âge de l'individu roi. Alors Pierre-Henri Tavoyot, vivre ensemble serait-il finalement réfréner nos égos ? Alors, on va repartir du diagnostic que vous faites pour comprendre pourquoi finalement, ça n'est pas complètement désespérant, cette question. Il y a vraiment encore des raisons inquiet, mais pas désespéré, d'avoir du commun. Le diagnostic, c'est cette crise du commun que vous décrivez très, très précisément. Elle a plusieurs causes. Et d'abord, c'est la tentation de la solitude, considérablement accélérée par le Covid. Oui, c'est une tentation du repli, c'est-à-dire l'idée que la phase du Covid, ça a été l'idée qu'on s'est confiné, distanciation sociale. Et ce moment, je crois, était vraiment propice à une interrogation à la fois positive et négative, c'est de se dire, au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin des autres? Parce qu'après tout, nous avons aujourd'hui plein de moyens de vivre sans les autres. Il y a le télétravail, il y a des ressources pour faire venir des repas chez soi. J'ose pas dire la marque, c'est pour ça que j'hésite. Il y a Netflix, il y a, du coup, j'ai dit la marque. Mais il y a plein de choses qui font qu'au fond, finalement, on n'a pas besoin des autres. Soit que ça soit en quelque sorte triomphant dans une forme de narcissisme, soit au contraire particulièrement déprimé. On parle même parfois d'une épidémie de solitude dans notre société d'individus, et ça, c'est à prendre vraiment très au sérieux. Ensuite, il y a la séduction de la guerre civile. Là, le mot est très fort, l'expression guerre des générations, guerre entre les sexes, les races, les civilisations. Nous sommes, écrivez-vous, aspirés par des scénarios de guerre civile dans un monde de plus en plus inquiétant. Le conflit et l'affrontement nous rassurent? Oui, c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde très complexe. Vous voyez les informations que vous diffusez, on a du mal à les mettre dans des grilles de lecture. On n'a pas de scénario, de grands récits, comme on disait jadis. Il y avait les idéologies, il y avait les religions, on n'a plus ça. Et donc on est très tenté de mettre ça dans des cases qu'on connaît bien. Et la guerre est une case qu'on connaît bien. C'est-à-dire, dans une guerre, il y a les bons, en général nous, il faut bien le reconnaître, et puis il y a les méchants, les autres. Et donc on y voit clair. Et donc, en quelque sorte, on est, pour comprendre le monde, aspiré par ce scénario de la guerre civile. Et donc, à force de le déclarer, ce scénario de la guerre civile, eh bien, en effet, les relations commencent à se tendre, relations intergénérationnelles. Parce que quand vous dites scénario, c'est les imaginaires, ce sont les représentations. Mais vous dites, attention, les représentations de conflictualité sont tellement fortes qu'elles pourraient finalement advenir dans la réalité? Oui, parce qu'on voit, par exemple, sur les relations hommes-femmes, on sent qu'on pourrait se dire aujourd'hui, si on compare ça à la situation de relations hommes-femmes il y a 50 ans, on peut dire c'est plutôt mieux, quoi, et, enfin, d'être apaisé. Enfin, et au contraire, on a un sentiment que le truc se conflictualise. Je ne parle pas seulement de MeToo. MeToo est le backlash. C'est le backlash. Et donc, aux États-Unis, conservateurs et réactionnaires et donc, contre les femmes. Cette affaire-là, on se dit, mais pourquoi, en fait, à force de prophétiser la guerre, en quelque sorte, ou d'expliquer nos relations par la guerre, vous voyez, se dire, au fond, les seuls rapports humains qui existent, c'est des rapports entre dominants et dominés, coupables et victimes. Alors, ça devient dangereux. Voilà, cette question du découpage, de la segmentation de la société en offensés, offensants. Il y a le rejet de l'altérité aussi dans les causes de cette crise du commun. Nous ne parvenons plus à renoncer à soi pour vivre avec les autres. On ne supporte plus le désaccord, c'est ça ? Oui, il y a deux choses. Alors, je vais utiliser un terme qui va faire bondir, mais pour vivre en société, il faut ce qu'on appelle une obéissance volontaire. Alors, évidemment, on se dit, mais c'est la servitude, c'est la domination, mais le mot obéir est assez intéressant, en fait. Ça vient du latin ob audire, qui signifie prêter l'oreille. C'est très intéressant. Je prête l'oreille. Je ne donne pas ma volonté, mais je prête l'oreille. Je prête l'oreille à quoi? Je prête l'oreille au fait qu'il y a des autres et qu'il y a du réel. Et donc, face aux autres et à du réel, je suis obligé de revenir un peu dans ma niche, de faire un pas de retrait. Et je pense que c'est la condition du commun. C'est-à-dire, effectivement, de se dire, c'est pas parce que je le vaux bien, je ne viens pas comme je suis, comme chez McDo. Ces deux slogans qui sont des slogans hyper modernes. Je le vaux bien, mais les autres le valent bien aussi.
La règle d'or de la politesse, c'est après vous. Et on devrait en tirer des leçons, par exemple, même dans la rue, entre les vous avez beaucoup piétons. de chapitres sur la civilité. La civilité, très qui traverse un très grand malaise, vous dites, dans nos sociétés démocratiques occidentales. Enfin, au cœur des sociétés démocratiques, il y a la haine de soi. Pour aimer, il faut s'aimer. Or, la société française, souvent qualifiée de patriarcale, raciste, islamophobe, ne s'aime plus à vos yeux. On en est là. Vous parlez même de mauvaise conscience démocratique. Oui, notre monde, et particulièrement le monde européen occidental, est vraiment vu comme le lieu absolument abominable de l'impérialisme, du racisme, de l'esclavagisme, enfin tout, il y a tout. Et donc finalement, on se dit, mais d'ailleurs pour les questions migratoires, mais comment intégrer les gens quand on est si peu fier du modèle qu'on a? Moi, je voudrais rappeler la promesse démocratique. C'est une belle promesse, c'est de dire... Tous les humains sont grands. Il n'y a pas une civilisation dans toute l'histoire de l'humanité qui a affirmé ça, que tous les humains étaient grands. Il y avait des majeurs, il y avait des mineurs, mais il y avait quelques majeurs, quelques adultes plein exercice. Tout le reste, c'était des mineurs, hommes, femmes, etc. La civilisation démocratique nous dit tous les humains sont grands. Quelle que soit la couleur de peau, le genre. Tous les humains sont grands. Tous les humains peuvent grandir. Et puis cette promesse extraordinaire, nous pouvons grandir ensemble. Parce que, pourquoi? C'est très profond. Si on ne peut pas grandir tout seul, il y a deux manières de grandir. Soit on grandit en humiliant les autres, soit on grandit en faisant grandir les autres. Mais alors, qui l'alimente, la discorde? Qui a intérêt à ces guerres, pour l'instant, de nos représentations, du monde virtuel, qui, déjà, on le voit, bascule en réalité concrète? C'est quelque chose qui, j'allais dire, est inscrit en nous. Il faut vraiment, c'est pas, je fais pas des leçons. Parce que vous êtes quand même très très dur avec le mouvement wokiste. Oui, le mouvement, oui. Qu'il est à l'origine aussi de cette conflictualité, de cette dualité dominant-dominé. Il n'a rien fait pour lutter contre les discriminations? Si, je veux dire, là, il faut bien distinguer les choses. Le wokisme, si c'est simplement la lutte contre la discrimination, moi je suis woke. Le wokisme, c'est pas ça. Le wokisme, c'est pas de dire je suis contre les discriminations, c'est de dire tout est discrimination. Un homme vous tient à la porte, vous laisse passer, c'est le patriarcat. Vous mangez une entrecôte, vous êtes pire qu'un nazi. Vous êtes dans une situation, vous dites la couleur de peau n'a aucune importance, ce qui est quand même la base de l'antiracisme spontanément. Eh bien, le woke dit non, vous êtes colorblind, vous êtes aveugle à la couleur, vous ne voyez pas les discriminations. Alors là, vous parlez vraiment de la frange la plus radicale des gens qui considèrent que c'est pas mal de déconstruire aussi un certain rapport de domination qui peut structurer la société. Mais voyez la vision du monde qu'il y a derrière, c'est-à-dire vous êtes soit dominant, soit dominé. Tout est discrimination. Et à partir du moment où tout est discrimination, il faut se réveiller, il faut le voir, et il faut lutter, il faut rentrer en guerre. Donc oui, le wokisme au sens très rigoureux du terme, celui-ci, est l'idéologie de la discorde. Et ça tend effectivement les relations. Si vous dites par ailleurs qu'il y a de la discrimination, certes, ça existe, il y a des tensions. Il peut y avoir un poids d'un passé colonial aussi. Oui, absolument. Il y a le passé colonial, il n'y a aucun problème. Et il y a aussi de l'amour, il y a aussi de la solidarité, il y a aussi de l'amitié, il y a aussi de la sexualité qui n'est pas violente. Ça existe. Voilà. Je crois même que c'est la majorité. Si on regarde les enquêtes récentes de l'INSERM sur la sexualité, on voit que les choses vont plutôt bien. Oui, les Français sont assez satisfaits de leur situation sexuelle. Et la renouvelle complètement, notamment les femmes. Et absolument, c'est plus ouvert. Et quand il y a un problème, la réponse est on en discute avec son partenaire. Donc franchement, là-dessus, il y a plutôt des bonnes raisons de se réjouir, si je puis dire. Pour éviter le tous contre tous, vous faites appel aux piliers de la convivialité. Et vous nous dites que tout n'est pas perdu. Alors quels sont ces liens très très concrets que fabrique la société et qui fait que finalement, on peut encore... C'était la question vivre ensemble aujourd'hui. Je pense que dans chacun de ces piliers, donc il y a le repas, il y a le couple, il y a la sexualité, il y a le débat, voilà, ce qu'on fait, il y a le travail, il y a les interrogations spirituelles. Donc il y a toute une série de... C'est vrai qu'on sent que les choses se tendent, mais quand on creuse un peu, il y a du solide. Par exemple, typiquement le repas. Moi, si vous voulez, l'intention de ce livre, à la base, c'est de se dire nous allons aller vers les repas de famille de fin d'année. Essayons que ça se passe bien. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous d'accord, mais évitons que les choses s'enveniment. Essayons d'apporter sur chacun des sujets qui fâchent, je crois que c'est le titre de votre émission juste après, eh bien, sur chacun de ces sujets, on est plutôt des arguments que des insultes. Et je pense que sur tous les sujets, relations entre les sexes, travail, on peut trouver des éléments. Le travail, c'est vraiment, vous voyez, le télétravail aujourd'hui, c'est le désir de travailler surtout ensemble.
la question du lien. Alors justement, grandir et faire grandir ensemble nos enfants, notre société, pour vous, c'est la seule perspective qu'il faut absolument préserver cette vie commune en démocratie. Et vous avez une sorte de figure d'importance qui s'appelle l'adulte. La démocratie, c'est la civilisation des grandes personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement que, vous voyez, vous prenez toute l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, il y avait quelques grandes personnes de plein exercice, et tous les autres, c'était des petits. Notamment les femmes, mineures. C'est pas tellement la domination de l'homme sur la femme qui compte, c'est le fait que la femme a toujours été un moindre mal, une mineure dans son histoire. Et ce qui s'est passé depuis 50 ans, c'est quand même un truc révolutionnaire, c'est que la femme est devenue un adulte comme un autre. Et ça bouleverse tout. Et cette civilisation de la démocratie, alors elle met du temps à se réaliser, parce que la démocratie existe plus longtemps. Elle a mis très longtemps à admettre que les femmes étaient des majeurs, des adultes de plein exercice. C'est ça, la promesse démocratique. Ouais. Tout le monde est adulte, et ça engage beaucoup de choses. Être adulte, souvent on dit, une question d'ailleurs qu'on peut poser à table pour les fêtes, justement, à quel moment êtes-vous devenu adulte? Voilà. Personne ne dira à 18 ans. Mais tout le monde aura une petite histoire, quelque chose à raconter de très personnel qui dit « Tiens, à ce moment-là, c'est vrai que souvent, c'est la naissance du premier enfant, la reconnaissance de l'autre. » etc. Et c'est le moment où on se dit « Je deviens adulte en faisant grandir les autres. » C'est ça la promesse fondamentale. Je grandis en faisant grandir les autres. Grandiose. Je voudrais vous faire réagir en fin d'interview à ce qu'on a appris hier, l'arrestation de Boualem Sansal. Je suis sûre que vous avez lu cet écrivain franco-algérien de 75 ans, multiprimé en France, qui, selon plusieurs médias, a été arrêté à l'aéroport d'Alger en provenance de Paris. C'est très difficile aujourd'hui de se dire que peut-être il ne pourra pas revenir. C'est terrifiant. Quelle est votre réaction? Non, c'est terrifiant, c'est une nouvelle... terrifiante. Enfin, on se dit, voilà, c'est un grand intellectuel, c'est un grand écrivain, c'est une personnalité courageuse. Mais comment se fait-il que de l'autre côté de la Méditerranée, on puisse être à ce point aveuglé? C'est affligeant. Enfin, moi, je suis vraiment bouleversé et scandalisé. Et c'est vrai que le soutien doit s'organiser impérativement. Je vois que Emmanuel Macron a déjà réagi. Il est très connu pour sa liberté de penser, et notamment contre le pouvoir algérien et contre l'intégrisme religieux. Votre dernier chapitre, c'est « A-t-on besoin d'une religion pour vivre ensemble ?» Ma réponse est non, parce que la religion à la fois unit et divise, mais je pense, et c'est vraiment une conviction très profondément ancrée, qu'on a besoin de laïcité pour vivre ensemble. C'est la clé, surtout aujourd'hui, dans un monde où effectivement il y a une pluralité de religions ou de non-religions, de croyances de tout type, d'athéisme. La laïcité, c'est vraiment le pilier, et je pense que c'est ça qui doit vraiment nous permettre de fonder ce vivre en commun. Je préfère cette expression. Vivre en commun. Merci Pierre-Henri Tavoyot. Voulons-nous encore vivre ensemble? Vous avez compris la réponse, c'est oui, à condition de s'en donner les moyens. Vous restez avec moi, on va accueillir nos chroniqueurs pour la question qui fâche, pour terminer. Une question qui fâche sous le signe de l'écologie ce soir avec Antoine Bueno. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans cette émission. Conseiller développement durable au Sénat. Votre dernier livre, Faut-il une dictature verte, c'est-à-dire chez Flammarion. Enfin, bonsoir. Eva Morel. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, secrétaire générale de l'association Quota Climat. Merci d'être là. Préparez-vous. Voici la question qui fâche. Cette COP29, on l'a surnommée la COP des finances. Au cœur des négociations, déterminer la contribution des pays développés pour aider les pays en développement en matière de finances climatiques. Une COP qui s'annonçait dès le départ difficile, déjà par sa localisation. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, grand producteur d'énergie fossile et qui en vantait les mérites pendant le sommet. C'est un don de Dieu, toutes les ressources naturelles, qu'il s'agisse du pétrole, du gaz. Et les pays ne devraient pas être blâmés pour avoir ces ressources, ni pour les avoir mises sur le marché, parce que le marché en a besoin et que les gens en ont besoin. Les chefs d'État ont brillé par leur absence, Joe Biden, Emmanuel Macron, mais la grande absente jusqu'au dernier moment, c'était une proposition chiffrée de la contribution de ces nations riches. Jusqu'à maintenant, les dédommagements étaient fixés à 100 milliards de dollars par an, un montant jugé insuffisant par les États du Sud qui réclamaient une augmentation entre 500 et 1300 milliards.
La proposition chiffrée est finalement tombée cet après-midi, 250 milliards de dollars par an d'ici 2035. Et en incluant les fonds privés et des nouvelles taxes, l'objectif est même de 1300 milliards de dollars par an. Cette proposition a-t-elle une chance d'aboutir? Les États-Unis ont déjà implicitement annoncé leur réticence. Quant à l'Union européenne, elle exige en contrepartie de nouveaux objectifs pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. La nuit va être longue avant un accord. La question qui fâche, une COP29 pour rien ou pour pas grand-chose? Antoine Bueno, oui. Réponse. Réponse, alors moi je suis un très grand fan des COP, donc mon positionnement il est extrêmement clair. Parole à la défense. Je pars à la défense, on n'a rien inventé de mieux. Une COP ne vaut rien, mais rien ne vaut les COP. Évidemment, on espère que cet accord-là, au moins sur ces 250 milliards pour le financement de la transition des pays du Sud, soit accepté. Il faut voir d'où on vient. Jusqu'ici, c'était 100 milliards, donc là on aurait un doublement et demi. Donc c'est déjà ça pour vous. Exactement, c'est la politique des petits pas. On avance progressivement. En 8 ans de négociations climatiques, c'est-à-dire depuis 2015, on a réduit de 1,1 degré l'évolution tendancielle des températures, l'augmentation tendancielle des températures. En 2015, avec les politiques mises en œuvre par les États à l'échelle mondiale, on arrivait en 2100 à près de 4,2 degrés en moyenne d'augmentation. Aujourd'hui, 8 ans après, on est à 3,1. On n'est pas dans les clous, c'est encore très grave, mais il faut voir qu'il y a du progrès qui a été réalisé grâce aux COP. Ce système des COP, qu'il faut rappeler quand même, tout ça n'est pas contraignant. On s'engage sur des engagements financiers. C'est souvent les pays riches qui sont les plus polluants et qui sont responsables du réchauffement, qui doivent forcément compenser. Pour les plus pauvres, qui eux ne polluent pas et qui subissent le réchauffement, ce sont les premières victimes. Vous trouvez que c'est efficace, franchement, Eva Moët? En fait, je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne peut pas s'attendre à beaucoup plus d'événements diplomatiques internationaux. En fait, forcément, la balance entre les pays organisateurs va des pays du Nord aux pays du Sud. Et forcément que c'est intéressant que des pays exportateurs de pétrole net, là, quand même, le gouvernement qui organise la COP dépend à 60% de ses revenus, des revenus pétroliers. Mais ça, justement, c'est supportable. Bakou, Azerbaïdjan, tout le monde a boycotté. Ça, comme message d'organiser ça à Bakou, c'était Dubaï. Est-ce que ça les embarque? C'est bien ou au contraire, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire? Mais en fait, forcément que ça interpelle, mais ces pays existent et ces pays doivent s'impliquer dans l'action climatique mondiale. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les impliquer? On voit que l'année dernière, ce qui s'est passé à Dubaï, on a eu un pays exportateur de pétrole qui s'est impliqué davantage de manière constructive dans les négociations. Donc c'était plus favorable. Là, cette année, les COP se sont initiés avec des déclarations qui disaient qu'on allait exporter jusqu'à la dernière goutte de pétrole parce que le pays en dépendait, parce que c'était un don de Dieu pour l'Azerbaïdjan. Oui. Donc forcément que c'est beaucoup plus compliqué dans ce contexte-là d'aboutir à des négociations. En revanche, est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce que ça ne sert à rien? Bien sûr que non. Si nous n'avions pas ça, ce serait impossible d'aller nulle part, et y compris quand on voit qu'on a un backlash à la fois au niveau américain, au niveau européen, au niveau français, sur les ambitions climat, il ne faut rien lâcher. Alors, français, on est quand même pays contributeur. Quand on regarde ceux qui vont justement mettre la main au pot, même si ce n'est pas autant que les ONG auraient espéré, il y a les pays européens, 18 pays européens, le Japon, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. C'est un peu toujours les mêmes qui payent, j'ai envie de dire. Alors, jamais la Chine, jamais la Russie. Ça, c'est un débat. C'était le positionnement des pays dits riches, qui sont les contributeurs institutionnels selon l'accord de 1992. Ça remonte quand même assez loin. Mais bien sûr, depuis 1992, le monde a changé. Et c'est ce que disent les pays contributeurs en affirmant que, c'est vrai, certains pays, je ne sais pas moi, Singapour, la Corée du Sud, vous avez cité la Chine, se sont enrichis et devraient aussi devoir contribuer à cette hauteur. C'est ça qui a grippé les négociations pendant tout ce temps-là. Pas que ça, mais c'était l'un des points. Du moins, ça, c'était le point de vue, notre point de vue à nous, c'est-à-dire les pays riches. Est-ce que tout se décide sur la base du volontariat? Je contribue si je veux, sinon rien. Alors, c'est très important. Tout à l'heure, je parlais des politiques effectivement mises en œuvre par les États. Parce que pour moi, c'est ça le critère pertinent, le plus important, parce que c'est ce que font vraiment les États. Oui. Ce que font vraiment les États, c'est sur la base d'engagement. C'est très bien que les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais quand ça devient des politiques publiques, alors là, c'est dans le dur. C'est pour ça que si on regarde le critère des politiques mises en œuvre, eh bien on voit que depuis, par exemple, 2015, il y a un certain nombre d'engagements qui n'ont pas été mis en œuvre, et puis il y a un certain nombre d'engagements qui se sont traduits dans ces politiques, qui, comme je vous le disais, ont permis de baisser de plus de 1 degré l'évolution tendancielle. Donc il faut continuer.
on n'est pas encore bien parce qu'un monde à plus 3 degrés en 2100, il faut le dire, non, mais que je passe pas pour le ravi de la crèche, quoi. C'est un monde invivable. 20% de la planète qui est strictement invivable au sens biologique, physique du terme. Donc on n'y est pas encore. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait et il faut continuer, il faut doubler l'effort. En fait. Donc l'outil, même s'il est lent et assez mastodonte, il avance. Et c'est le plus important. Il y a les questions de contribution, il y a les questions d'émissions. Alors là, c'est les fameux engagements, la fameuse sortie progressive des énergies fossiles. Vous trouvez qu'on a avancé à la COP? Parce que là, franchement, j'ai regardé, on n'a pas de calendrier très ferme. On est sur quoi? Sur 2035? C'est ça avec... Mais comment vérifier que ces engagements vont être tenus et qui s'engage véritablement? C'est une très bonne question parce qu'on a vu là les engagements financiers qui ont été pris, à la fois publics et privés. Et la question, c'est financer quoi? C'est financer qui? Et on voit que l'année dernière à Dubaï, il y avait la question de la fin des énergies fossiles qui avait été apportée sur la table. Donc ça avait été en toute fin de négociation. Ils avaient arraché une formule un peu ambiguë, mais qui voulait quand même dire on va un jour sortir complètement du fossile. C'est ça. Et là, sur Bakou? Et bien alors là, suspense, on ne sait pas si ça va être dans l'accord final. Et la question, c'est est-ce qu'on va revenir en arrière par rapport à cette avancée phénoménale qu'il y avait eu lors de la COP28? La crainte, c'est que oui. Et en fait, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur les finances climat. Mais on ne parle plus de l'agenda d'atténuation et encore moins de l'agenda d'adaptation qui concerne quand même les pays les plus impactés par le réchauffement climatique. L'adaptation, c'est le réchauffement est là, comment on fait pour s'y adapter, sachant qu'on ne permettra pas de le limiter, c'est ça? On adapte les routes, on adapte les toits, etc. On s'adapte aux inondations, on s'adapte aux feux de forêt, aux sécheresses, aux pénuries. Et là, il n'y a rien là-dessus. Mais ça a failli être sorti de l'accord, l'adaptation, ça a été de justesse réincorporé dans l'accord final, pour l'instant qui n'est pas encore publié, donc on ne sait pas. Et surtout, on en a très peu parlé, et donc moins on parle de ces questions, moins on met l'accent sur la manière dont l'atténuation va se transformer concrètement en politique publique, comme disait Antoine, moins ça va être solidifié dans l'accord final et dans les fameuses NDCs. NDCs, ça c'est quoi? Les contributions nationalement déterminées, qui sont les accords... Pas trop de sigles, hein, parce que moi, j'y comprends plus rien. Sinon, Antoine Bueno, juste sur cette question des engagements financiers, on en a parlé, mais sur les émissions, c'est le gros sujet. Comment embarquer tout le monde de façon un peu plus contraignante? Alors, on a chanté, enfin moi j'ai chanté, d'ailleurs Eva aussi, les louanges des COP au début, mais évidemment, ce n'est pas des outils parfaits. Et je pense qu'on n'est pas des ravis de la crèche. Voilà, on en a bien conscience. Notamment une imperfection, c'est qu'à chaque COP, vous le savez, vous les commentez chaque année, on met l'accent sur quelque chose. L'année dernière, on avait mis l'accent sur cette fameuse phrase « sortie hors des énergies fossiles ». Et on avait parlé de presque rien d'autre. Même la finance était très peu présente. On n'avait absolument pas parlé de l'adaptation. Ça, c'est fondamental. Pas du tout. Aujourd'hui, on s'est concentré sur les finances. Et du coup, c'est vrai, en matière d'atténuation, c'est-à-dire d'engagement, il n'y a pas grand-chose, voire rien. C'est-à-dire que, je veux quand même préciser un point technique qui est important, en février 2025, donc là bientôt, les États doivent présenter de nouveaux engagements. Et ça aurait pu être fait dès cette COP-là. Ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un sacré exercice. C'est de la démocratie, vous trouvez, d'un mot. Hein. Oui, mais c'est simplement la question de comment on pense l'avenir. Si on pense comme une catastrophe, ça va tendre et on ne pourra pas vivre ensemble. Si on le pense avec une inquiétude et avec une conscience des risques, alors là, effectivement, ça agit. Ça permet d'agir. Merci à vous et merci pour ce ping-pong éclairant. À très bientôt. C'est le week-end. Profitez bien. À la semaine prochaine. Merci.